Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faire entendre sa voix, enregistré en direct dans le cadre de la journée Genre, Éducation et Numérique organisée par l'équipe ICT le 29 avril 2026 à l'INSPE d'Aix-en-Provence. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce plateau. Je suis Mathieu Demory, postdoctorant en sociologie de l'éducation et nous allons vous accompagner tout au long de cet échange. Aujourd'hui, nous vous proposons de plonger au cœur de l'engagement étudiant. Comment les étudiantes et les étudiants s'engagent-ils aujourd'hui dans les associations ? Quelle forme de mobilisation fonctionne réellement ? Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans la sensibilisation et la participation ? Et surtout, à quelle forme de résistance, voire de violence, ces engagements peuvent-ils se confronter ? À travers ce plateau, l'objectif est de donner la parole à celles et ceux qui font vivre ces engagements au quotidien pour mieux comprendre leurs pratiques, leurs stratégies, mais aussi les limites auxquelles ils et elles sont confrontés. C'est parti pour ce nouvel épisode. Faire entendre sa voix. ICT, la web radio empirique. Pour nourrir cet échange, nous avons réuni autour de ce plateau des acteurs et actrices engagés à différents niveaux de la vie universitaire, avec une organisation en deux temps pour croiser à la fois un regard institutionnel et des expériences d'engagement étudiant plus directement situées sur le terrain. Nous accueillons deux professionnels d'université qui travaillent directement sur ces questions d'engagement étudiant. Isabelle Bruno Dimonté et Victoria Axen du programme d'engagement étudiant à la direction de la vie étudiante et de campus d'Aix-Marseille Université. Nous donnerons ensuite la parole à celles et ceux qui font vivre cet engagement au quotidien à travers leur association. Nous aurons le plaisir d'accueillir Clément de Queeramu et Gabriel de l'association Joyeux, Joyeux, Joyeux. On commence tout de suite avec notre premier temps d'échange. Bonjour Isabelle, bonjour Victoria. Pourriez-vous vous présenter et nous expliquer en quoi consiste concrètement votre travail au sein de ce programme, s'il vous plaît ? Bonjour Mathieu. Le programme d'engagement étudiant est l'un des 4 piliers du projet idéal, qui est lauréat du programme d'investissement France 2030. Il valorise l'ensemble des formes d'engagement, qu'elles soient citoyennes, solidaires, associatives, environnementales et institutionnelles. Transverse aux différents campus, notre équipe est composée de 4 personnes. Moi-même en tant que chef de projet, Victoria et Fanny qui sont 2 chargées d'accompagnement des initiatives étudiantes, l'une sur le campus d'Aix, l'autre sur Marseille, et à venir en recrutement une chargée de formation et de développement. Alors notre objectif est double. Il est d'accompagner les étudiants dans leur montée en compétences et de reconnaître officiellement l'engagement comme un levier d'apprentissage et d'insertion professionnelle. Nos actions sont intégrées dans le schéma directeur de la vie étudiante qui a été co-construit avec les services, les partenaires et les étudiants eux-mêmes, notamment pour encourager les initiatives étudiantes, dynamiser la vie associative et renforcer les moyens d'expression des étudiants. L'ambition d'AMU est claire. Offrir un environnement où le bien vivre ensemble n'est pas un slogan, mais une réalité tangible. C'est pour cette raison que le programme d'engagement étudiant de la direction vie étudiante et de campus propose des actions terrain aux étudiants pour lier le territoire et leur engagement. Alors on a plusieurs enjeux pour les prochaines années. Tout d'abord, renforcer davantage la sensibilisation à l'engagement citoyen dans notre offre de formation. Aujourd'hui, on a 55,7% des licences qui comportent une unité d'enseignement dédiée à l'engagement et ouvrir toujours plus de places au sein du diplôme d'université engagement, un diplôme dédié à la gestion de projet RSE qui combine une partie théorique avec 120 heures de cours académiques et une partie pratique avec une mission terrain et d'ouvrir cette formation également en formation continue. On a également comme objectif de valoriser les initiatives étudiantes ou encore alumni en reconnaissant toutes les formes d'engagement à travers le bonus engagement, à travers également des financements de projets à impact sociétal et en contribuant au développement et à l'animation des maisons de l'étudiant. En 2025, par exemple, nous avons investi 32 000 € sur les épiceries sociales et solidaires de Saint-Charles et d'Aix, plutôt dans les aspects équipement. Et sur le campus de Saint-Jérôme, nous investirons en 2026 316 000 € sur la conception, les travaux de cette maison de l'étudiant à venir. Nous menons également différentes campagnes de communication et organisons des événements pour offrir aux étudiants la possibilité de s'investir sur le territoire et sur les campus, et cela à toutes les échelles. Merci. À mi-parcours de ce programme, pouvez-vous nous dresser un bilan de vos actions ?
Oui, bonjour, je vais vous faire un petit bilan à mi-parcours. Au sein du diplôme d'université d'engagement dont ma collègue a parlé précédemment, on a une équipe pédagogique qui est composée de 10 enseignants de différentes composantes. Ils forment actuellement cette année 122 étudiants à la gestion de projets RSE. C'est une nette progression par rapport aux phases expérimentales qui accueillaient 36 et 48 étudiants respectivement. Par contre, on garde en tête l'objectif d'avoir 300 apprenants dans ce DU, à la fois des étudiants en formation continue, mais aussi des apprenants qui veulent reprendre les études. Parmi ces étudiants, on en a 32 qui effectuent des missions d'engagement au sein des 163 associations étudiantes d'AMU. Et on met en place un accompagnement de proximité avec ces étudiants et les structures d'accueil pour voir justement comment se passe l'intégration du bénévole, comment se passe la mission terrain, et on les accompagne, que ce soit des structures internes ou externes. Au-delà de l'engagement associatif, AMU valorise aussi tous les parcours d'engagement à travers le bonus engagement. Donc on peut valoriser des étudiants de sportifs de haut niveau, les réservistes dans l'armée, des étudiants qui font du tutorat, que ce soit envers d'autres étudiants, ou aussi du tutorat scolaire à travers la FEV, des étudiants qui accompagnent les étudiants en situation de handicap, et bien plus de types d'engagement encore. Sur l'année 2025-2026, c'est 6400 étudiants qui ont pu bénéficier de ce bonus. En plus, on a pu mettre en place cette année un nouveau bonus d'engagement, l'engagement dans la vie institutionnelle du territoire. Ça a été ouvert à la rentrée, ça permet de valoriser tous les étudiants qui sont dans les différents conseils municipaux de jeunes. Donc le conseil, ex-conseil étudiant, le conseil étudiant de Marseille et métropolitain. Cette année, on a 40 étudiants qui en bénéficient, dont 21 filles et 19 garçons. On a aussi différentes campagnes de valorisation. Donc on peut mentionner 2 concours qui ont eu lieu cette année. Mon action en 180 secondes et le concours Pourquoi je m'engage. Pour les personnes qui sont dans la salle actuellement, c'est les photos que vous voyez à l'extérieur. C'est des participations étudiantes. Respectivement, on a eu 51 et 36 étudiants qui ont voulu valoriser leur engagement, mais surtout donner envie à d'autres étudiants de s'engager à travers leurs œuvres. De plus, on est en train de faire une série de vidéos qui permettent de présenter différents types d'engagement sur tous les types d'engagement qui sont reconnus par le ministère. C'est des vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines sur les réseaux sociaux de AMU. Pour tout ce qui est la professionnalisation des étudiants, on passe à la fois par le DU, dont on a parlé précédemment, qui permet d'avoir des compétences en dur et des compétences transversales, de les développer. Et surtout, cette année, on a intégré tout un module de valorisation des compétences transversales acquises pendant le bénévolat, afin de se valoriser devant de futurs recruteurs. On a aussi des événements qui permettent justement cette professionnalisation-là. Le Festival des Assos et de l'Engagement, qui revient cette année, a permis aux étudiants de prendre des photos CV et d'avoir un accompagnement professionnel. 439 étudiants ont profité de cette offre et ont désormais des photos CV, et certains ont même fait des entretiens avec la cravate solidaire par la suite pour se professionnaliser encore plus. Au niveau de l'accompagnement des initiatives étudiantes, nous avons dépensé plus de 336 000 € depuis septembre 2023 dans des projets étudiants qui sont portés directement soit par les étudiants ou les associations. Les plus grands postes de financement sont ici les projets dans les thématiques de la solidarité, l'art, la culture et le développement durable. Et au niveau de la sensibilisation à l'engagement, on va à partir de septembre faire une nouvelle édition du Festival des Assos et de l'Engagement. Cette année, il aura lieu sur 6 campus, dont les sites distants de Gap et de Digne, et nous allons contribuer à l'organisation de Campus en Fête. C'est un événement qui a eu lieu cette année sur le campus de Schumann et qui a permis de rassembler 4000 étudiants sur 2 éditions. Merci. Et dans les mois à venir, est-ce que vous avez des projets ou des orientations que vous voulez développer ? Oui, effectivement. Pour le prochain Festival des Assos et de l'Engagement, nous souhaitons renforcer l'empowerment féminin, c'est-à-dire tout ce qui est leadership. On s'est rendu compte, en fait, lors de la première journée de formation des assos étudiantes, que, quelle que soit l'association, c'était majoritairement des hommes qui se levaient pour prendre la parole. Et on aimerait bien que les femmes osent aussi et se sentent légitimes. Donc, on a vraiment envie de pousser cet aspect-là. On a bien sûr une très forte représentation féminine dans le milieu associatif. On a par exemple 64% des femmes qui sont inscrites au DU. Les projets également FSDIE sont majoritairement portés par des femmes.
ainsi que le concours Pourquoi je m'engage. Il y a eu 11 femmes sur 12 participants. Donc on peut voir qu'il y a vraiment cet engagement qui est très féminin. On voudrait l'ouvrir davantage aussi à tous les hommes, quel que soit le genre, et donc qui est effectivement cette représentation plus large. On souhaite également augmenter, je l'ai dit tout à l'heure, le nombre d'apprenants du DU. On a actuellement une première phase de candidature qui se termine au 4 mai, qui est ouverte à partir de la licence 2 jusqu'au Master 2 et jusqu'au doctorat d'ailleurs. C'est vraiment un diplôme qui est fait pour reconnaître et valoriser l'engagement des étudiants. Ça peut être un engagement, on l'a dit, associatif, civil ou autre. Et puis une seconde période de recrutement en septembre jusqu'au mois d'octobre. Merci infiniment Isabelle et Victoria pour ces éléments de cadrage et ces perspectives. Nous allons maintenant passer du côté des associations étudiantes pour voir comment ces engagements se vivent concrètement sur le terrain. Bonjour Clément, bonjour Gabriel. Nous allons commencer par vous donner la parole pour vous présenter vos associations et vos actions. Clément, est-ce que tu peux nous présenter Queeramu, vos objectifs, vos actions et les enjeux que vous portez au sein de l'université ? Oui, bien sûr. Bonjour déjà. Notre association, c'est une association étudiante, queer et transféministe. Du coup, on a un champ d'action qui est assez large. Majoritairement, ce qu'on fait, c'est qu'on monte des projets, on fait de la prévention et on accompagne aussi assez souvent les étudiantes queer dans toutes les démarches administratives qui reviennent souvent autour de nos identités. Merci. Gabriel, est-ce que tu peux nous parler de l'association Joyeux et notamment de l'événement que vous avez organisé en juin dernier ? Oui, alors moi je m'appelle Gabriel, je suis président de l'association qu'on a créée en janvier 2024 avec l'objectif d'organiser un événement de sensibilisation et de célébration queer qui a donc eu lieu les 2 et 7 juin 2025 à la Friche Label de Mai. Et cet événement, il est né du constat que la sensibilisation, c'est souvent rébarbatif ou perçu comme tel. Et on a voulu essayer de mettre en avant un aspect plus festif et plus joyeux, un mauvais jeu de mots, de la sensibilisation. Donc on avait pour cet événement un village associatif d'ailleurs où Queeramu était présent. On avait la projection d'un court-métrage étudiant réalisé par les étudiants et étudiantes de l'université Nice-Côte d'Azur dans le cadre du projet Nice Queer & Co. On a aussi eu 2 conférences, donc une première sur l'évolution des perceptions des identités queer au fil de l'histoire et une seconde sur les discriminations LGBT-phobes à l'université et dans les milieux professionnels pour lesquels on a eu la chance d'avoir Madame Isabelle Régnier qui était présente, qui est donc vice-présidente à l'égalité à Aix-Marseille Université. Et enfin, la partie festive, on a organisé un drag show et un DJ set au centre LGBTQIA+ de Marseille avec le collectif Mutante et la DJ Emma Olivari. Merci Gabriel. Nous allons maintenant nous intéresser à la manière dont vous mobilisez les étudiantes et les étudiants. Clément, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pour communiquer autour de vos événements ? Si oui, comment faites-vous ? Et est-ce que vous rencontrez des difficultés ? Alors oui, c'est d'ailleurs là que se passe la majorité de notre communication, principalement sur Instagram d'ailleurs. On fait beaucoup de posts éphémères sous forme de story. Et c'est souvent des choses qu'on fait reposter par nos partenaires, le Centre LGBT de Marseille, d'autres associations avec qui on a déjà pu travailler. Et inversement, eux nous envoient leurs événements qu'on repartage à nos followers. Au niveau de la difficulté, c'est peut-être pas tant... ça pourrait être la visibilité, mais en fait, on a quand même pas mal de gens qui nous suivent et qui nous regardent. Mais c'est surtout une fois que l'information elle est transmise, sur le terrain, on n'a pas tant de gens qui se pointent, quoi. J'ai un exemple assez clair et précis de l'année dernière où sur Instagram, on avait prévu, on avait prévenu nos adhérents et puis le reste de la fac, quoi, qu'on allait présenter un film pour une semaine d'événements à la fac pour la Pride. Et nous étions
à regarder le film en me comptant moi et la présidente. Donc voilà, on s'est retrouvé un peu seul ce jour-là. Donc oui, c'est pas une difficulté qui vient des réseaux en eux-mêmes. Je pense que c'est plus personnel et au cas par cas de chaque étudiant, quoi. Merci. Et pour toi, Gabriel, il semblerait que ce ne soit pas l'usage des réseaux sociaux qui freine la participation, mais plutôt une question de format, perçu trop académique ou trop politisé. Nous, sur la participation, on a eu plusieurs enjeux. Les premiers, ils étaient plutôt techniques. C'est qu'on on est une association étudiante, on était en contrat d'apprentissage, donc on était on avait des contraintes professionnelles. Et les lieux qu'on a voulu mobiliser à nos côtés avaient aussi des contraintes d'emploi du temps. Donc on s'est retrouvé avec le seul créneau qui convenait pour nous et pour la friche et pour le centre LGBTQIA+, avec du coup la date du 2 juin, qui était un lundi. Donc mobiliser des gens sur un lundi après-midi, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc il y avait cette première contrainte technique qui nous a déjà mis dans une première grosse difficulté. Par ailleurs, au mois de juin, pour un événement qui cible particulièrement les étudiants et étudiantes, on est sur une période soit où on est déjà en vacances parce que les examens sont passés, soit en pleine période d'examen. Donc c'est pas non plus un moment de l'année qui est, on va dire, facilitant. On a eu des contraintes aussi un petit peu techniques avec l'usage des réseaux sociaux, mais qui s'expliquent aussi par le rachat d'Instagram, de Meta, par des personnalités d'extrême droite, et qui ont tendance à invisibiliser les publications à caractère politique, et particulièrement les publications queer. Donc ça a été un vrai enjeu de réussir à mobiliser des gens sur les réseaux sociaux. On a eu beaucoup de mal à cet endroit-là, donc on a plutôt mobilisé les mails étudiants pour notre communication. Par ailleurs, oui, il y a des problèmes qui sont vraiment liés plutôt au format de sensibilisation. Donc comme je disais au début, c'est un format qui peut paraître très rébarbatif. La sensibilisation, c'est quand même un peu particulier. On décide de consacrer de son temps pour s'intéresser à un sujet qui nous concerne ou qui ne nous concerne pas. C'est particulièrement difficile d'aller chercher des gens qui ne se sentent pas concernés par un sujet. En l'occurrence, aller chercher des personnes qui ne sont pas déjà sensibilisées parce que s'identifiant elles-mêmes comme appartenant à la communauté LGBTQIA+, c'est très très compliqué. Et en plus, avec un événement qui est perçu comme universitaire, même si pas vraiment. Alors, on a des financements universitaires, mais on était une association étudiante et on a justement vraiment travaillé à ce que l'événement n'ait pas lieu dans des locaux universitaires pour essayer d'attraper le plus de monde possible en faisant ça dans des lieux plutôt identifiés comme festifs. La partie festive, par ailleurs, était complète de notre événement. Donc, on s'est posé beaucoup de questions par la suite sur qu'est-ce qu'on a raté pour que les deux ne puissent pas attirer autant de monde. Et après, il y a des problèmes vraiment liés au public où c'est compliqué dans le quotidien de convaincre les gens de consacrer de leur temps libre à venir écouter des conférences. Voilà, c'est pas évident. Et on a hésité pendant longtemps à travailler avec un public plutôt captif, ce qui aurait été plus facile, parce qu'on aurait été sûr d'avoir des gens présents. Sur les conférences, on était pareil, on a connu un grand moment de solitude, parce qu'on était, je crois, 13 en comptant les 2 membres de l'équipe. Merci pour ces retours très éclairants. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de violence, de cyberviolence. Est-ce qu'on peut revenir dessus à partir de vos expériences concrètes? Gabriel, dans ce sens, est-ce que tu peux revenir sur les résultats de votre enquête concernant les expériences queer à AMU? Oui, du coup, c'est une enquête qu'on a réalisée auprès des étudiants et étudiantes d'AMU dans le cadre du coup de la préparation de notre conférence sur les vécus queer à l'université. C'est un questionnaire qu'on a fait circuler via les mails étudiants principalement et qui a obtenu 484 réponses. Et dans les 484 répondants et répondantes, 25% s'identifiaient comme queer. Donc on avait quand même un échantillon assez intéressant et assez représentatif. Donc pour la suite des chiffres, ça concerne uniquement les personnes qui ont répondu comme s'identifiant à la communauté queer. 71% d'entre elles n'ont jamais remarqué d'action spécifique sur leur campus dans la lutte contre les discriminations ou d'événements spécifiques sur l'inclusion. 39% ne savent pas s'il y a des espaces safe dans leur campus et 34% affirment qu'il n'y en a pas. Après, on a aussi posé des questions par rapport à concrètement dans le quotidien, est-ce que les personnes se sentent libres d'exprimer leur identité?
30% nous affirment que les personnes queer doivent être prudentes, voire se cacher dans leur réalité à la fac. Et enfin, on a 36% qui ont déjà été témoins et ou victimes de violences physiques et ou verbales sur leur campus. Par ailleurs, donc, ça dresse déjà un constat qui est quand même assez alarmant sur la sécurité des personnes queer à l'université et sur ce qui est fait par les institutions pour les protéger. Mais ce qui nous a le plus choqué avec l'équipe de Joyeux, c'est qu'on a reçu des commentaires abjects sur le commentaire dans les espaces, donc avec des questions plus ouvertes, où les gens pouvaient s'exprimer en rédigeant des phrases assez courtes. J'ai sélectionné un petit florilège à vous lire pour dresser le constat horrifiant de ce qu'on a pu vivre, nous, avec l'équipe. On a eu droit à « vous servez à rien », écrit en majuscule, « horreur », écrit en majuscule avec un point d'exclamation, que Dieu guide ces gens perdus, immonde, j'espère que de tout cœur qu'il n'y aura jamais rien pour les LGBT, on n'a pas à subir ça, arrêtez de votre cirque, Pride is sin, donc en français, la fierté queer est un péché, des endroits pour tester le sida, donc sur la question où on demandait qu'est-ce qu'il manque ou qu'est-ce que vous aimeriez voir comme action favorisant l'inclusion sur vos campus. Il y a quelqu'un qui nous a répondu des endroits pour tester le sida, que des crasseux, la vie de ma mère. Donc voilà, on a vécu une période très très violente, nous, au niveau de l'équipe, à devoir filtrer ces réponses et surtout le constat qu'en fait, malgré notre signalement à différentes personnes de l'institution AMU, il n'y a pas grand-chose qui a pu être fait de ces verbatims-là qu'on a tirés de notre enquête. On a pensé à une campagne de sensibilisation qui reprendrait et les chiffres et les phrases qu'on a pu tirer de l'enquête. Et ça n'a pas vraiment abouti. C'était assez compliqué à mettre en place, surtout dans un contexte où les personnes qui travaillent à l'université sont aussi beaucoup sollicitées et ont des emplois du temps extrêmement chargés. On n'a pas réussi à faire vraiment quelque chose concrètement malheureusement de ces données. Donc ça, c'est quand même un regret assez important au niveau de ce projet-là. Merci. Et pour Queer AMU, Clément, face à ces témoignages d'étudiants queer subissant des violences verbales, physiques ou aussi administratives, comment vous réagissez ? Nous, on a un mode d'action, en tout cas, que j'ai essayé de réduire à 3 points principaux. Premièrement, on a la prévention, juste en existant et en faisant des événements, en montrant qu'on sera là de toute façon. Petit à petit, on espère et on croit que la vision que le reste du public peut avoir sur nous, sur nos identités, la vision du grand public, en fait, elle va changer et elle va surtout s'apaiser, puisque ce qu'on ressent énormément, c'est de la colère et de la haine. Donc, ouais, une phase de prévention et de refroidissement des esprits un peu échauffés. Le deuxième point que j'ai noté, c'est la protection. Un des objectifs actuels de l'association, c'est d'avoir un espace physique où on pourrait se retrouver. Un espace physique et métaphorique aussi, être un peu une espèce de communauté, un réseau, où en fait on pourrait compter les uns sur les autres pour s'accompagner, que ce soit dans des démarches administratives universitaires, mais aussi dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est un des objectifs en tout cas, mais aussi d'avoir un espace où on peut se retrouver tout simplement sans forcément avoir à chercher à se battre pour avoir des droits, pour avoir des papiers ou peu importe, juste être entre personnes qui se comprennent et qui se reconnaissent, sans avoir à se questionner de est-ce que je dois utiliser mes pronoms que moi j'ai définis qui étaient les miens, sans avoir à me dire peut-être que la personne en face de moi va me mettre une droite. Et le troisième et dernier point, c'est l'accompagnement du coup. Dans la suite logique de la protection et la prévention, on fait ce qu'on peut avec le petit groupe qu'on est pour accompagner les personnes qui ont besoin d'aide dans les démarches administratives universitaires, que ce soit pour le changement de nom ou de pronom dans les dossiers administratifs, tout simplement. Voilà, on essaie d'avoir une petite cellule de personnes qui s'en occupent. Mais encore une fois, comme l'a dit Gabriel, en effet, les personnes avec qui on est obligé d'échanger, c'est des gens qui sont débordés. Et en effet, c'est une forme de violence administrative aussi, que du coup, ils peuvent pas répondre, enfin, elles ne peuvent pas répondre à nos questions et nos demandes, parce qu'ils n'ont tout simplement pas le temps ni les capacités, la plupart du temps, pour le faire. Et est-ce que vous pensez que la visibilité sur les réseaux sociaux vous expose davantage à ces formes de violence ? C'est compliqué de répondre à cette question dans la mesure où, du coup, en tout cas, nous, on a eu une expérience assez compliquée avec les réseaux sociaux de réussir à toucher du public. Les seuls posts qui ont eu beaucoup de visibilité, c'est des posts qui ont été
en cross-post avec le centre LGBTQIA+, ou avec la Pride, qui là ont fait des statistiques assez folles d'un coup, et donc qui nous ont exposés très brusquement à une grande visibilité d'un coup qu'on ne connaissait pas. Et où là, parce que du coup, dans une petite association comme ça, je pense que c'est pareil pour Queeramu, tout le monde a toutes les casquettes. Donc on se retrouve à faire la modération des commentaires nous-mêmes, alors qu'on est nous-mêmes des personnes concernées pour qui c'est une violence, pour que d'autres personnes qui tombent sur le poste ne soient pas victimes de cette violence comme nous. Donc c'est un peu comme avec le questionnaire, en fait, c'est très difficile de s'en préserver. Nous, on n'a pas, enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir trouvé cette réponse-là dans le temps qui nous était imparti dans le cadre du projet de Joyeux, mais je sais pas pour Queeramu si vous avez une expérience différente. Moi, je sais que c'est une discussion qu'on a eue et que j'ai toujours avec l'ancienne présidente où, en fait, si on fait quelque chose dans un lieu public et qu'on l'affiche en plus sur les réseaux, il y aura forcément un risque à ce que l'opposition et les gens qui nous détestent souhaitent venir mettre leur grain de sel dans notre événement. On a une salle pour les associations à l'université d'Aix qui est une salle vitrée où on n'a pas forcément de la sécurité tous les jours. Et moi, un de mes objectifs, c'était justement d'avoir un événement là-bas, sauf que forcément, il faut aussi réfléchir à... En effet, on a envie de sortir et d'être visible, mais est-ce que les gens viendront parce qu'ils se sentiront en sécurité quand on sait que quand les cagoles nomades sont venues, elles ont été attaquées entre énormes guillemets par une association en particulier d'extrême droite, ça nous fait poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut donner à nos étudiants et étudiantes dans l'événement comme cadre de sécurité. Donc au niveau des réseaux, nous, j'ai pas l'impression qu'on se prenne plus que ça un backlash. Après, j'avouerai que je ne suis pas, j'ai pas la main principalement sur le compte Instagram, donc j'y suis pas tout le temps. Elona aurait pu vous donner plus d'informations, mais que ce soit dans nos messages privés ou dans nos commentaires, j'ai pas l'impression qu'on vraiment ait un retour de casquette dans la figure. Mais je suis convaincu que c'est quelque chose qui existe et auquel je n'ai pas accès, Mais donc voilà, je pense que c'est un gros questionnement et que c'est hyper important de toujours avoir un avis assez de loin de ce thème-là et assez mixte. En effet, il faut qu'on existe et qu'on se présente, mais d'un autre côté, il faut aussi qu'on puisse vivre demain, donc faire en sorte de ne pas mourir dans la journée. Pour compléter, c'est pas vraiment en lien avec les réseaux sociaux, mais avec l'utilisation du numérique dans notre communication. Sur le site de l'université, notre asso a été référencé. Et donc notre mail apparaissait pour qu'on puisse nous contacter en cas de questions, de volonté de participer à l'événement. Et cette simple exposition de notre mail nous a fait recevoir, pas énorme, mais peut-être une dizaine de mails qui allaient du mécontentement de l'utilisation de l'université pour faire de la sensibilisation queer, ce qui est encore un concept avec lequel j'ai du mal, et jusqu'à des messages vraiment violents de vous n'avez rien à faire là, l'université n'a jamais été un lieu où vous deviez exister, mais des trucs d'une violence innommable, juste parce que notre mail figurait sur une page sur le site internet. Donc ça pose une vraie question, je pense que vous la vivez aussi, nous on a passé plusieurs mois à se questionner sur comment on assure la sécurité des gens, que ce soit en ligne, sur nos réseaux sociaux, ou que ce soit dans la vraie vie, le jour de l'événement. Et cet événement-là, de juste figurer sur un site internet, avoir un contact visible, que ça puisse, qu'il y ait une dizaine de personnes qui puissent consacrer de leur temps à nous envoyer un mail violent, ça nous a posé beaucoup de questions sur l'exposition qu'on souhaitait sur les réseaux sociaux et sur, par exemple, le partage de nos conférences sur le site de l'université. C'était quelque chose dont on avait discuté avec Madame Régnier. On a finalement choisi de ne pas mettre en ligne nos conférences par peur que ce soit c'est horrible comme réflexion, mais que ce soit de mettre de l'huile sur le feu et donner du grain à moudre aux personnes qui auraient envie de véhiculer de la violence à notre rencontre, à l'encontre de nos intervenantes, on se doit aussi de protéger, ou de notre public. Voilà. Donc le numérique, c'est une question qui... La violence physique, elle fait peur. La violence numérique, on ne se rend pas encore compte, je pense, des dommages qu'elle cause. Pour parler de mon expérience à moi, ça a été plusieurs mois de crise d'angoisse à cause des réponses dans le questionnaire, par exemple. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi qu'on se sensibilise aux nouveaux enjeux liés au numérique sur la santé mentale, et qu'est-ce que ça veut dire la violence quand elle est pas physique, quand elle n'est pas tangible. Merci pour vos témoignages et pour votre engagement au quotidien.
Ce que l'on retient à travers vos témoignages, c'est la diversité des formes que peut prendre l'engagement étudiant aujourd'hui, entre actions de terrain, événements et usages relatifs du numérique. On voit aussi que ces engagements s'inscrivent dans des tensions entre mobilisation et entre-soi, entre visibilité et exposition aux violences, ou encore entre sensibilisation et politisation des enjeux. Le numérique, et notamment les réseaux sociaux, apparaît alors comme un outil ambivalent, à la fois levier de diffusion et espace où se rejouent certaines formes de conflictualité. Merci encore à nos invités d'avoir partagé leurs expériences et leurs analyses, et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Faire entendre sa voix, enregistré dans le cadre de la journée Genre, Éducation et Numérique de l'équipe ICité. Faire entendre sa voix. ICité, la web radio empirique.